Et du coup, bon, j'avais pas fait une super première mi-temps, du coup. Et après, je me suis lâché en deuxième. Et de mémoire, je crois que j'avais mis 26 points, un truc comme ça en deuxième mi-temps. Tu vois. C'est ça. Et du coup, ça m'a marqué. Je me suis dit, ouais, quand même, t'as fait une vraie perf. Bienvenue dans Parlons peu, parlons passion, le podcast où nous recevons des passionnés pour parler de leur passion. Aujourd'hui, je reçois Tony Penuisic, ancien joueur de basket professionnel avec une carrière de plus de 10 ans, notamment en National 1. Tony a brillé par son jeu en tant qu'ailier, atteignant des sommets jusqu'à une performance mémorable, comme ses 26 points en match en 2006. Il a également joué pour des équipes comme Denek Bat, Urquhart et Longwy. Tony, merci d'être avec nous. Comment tu vas ? Merci à vous déjà de me recevoir. Et puis ça va très bien. Avec plaisir. J'ai pas dit de bêtises dans l'intro ? Non, c'était ça. Ouais, j'ai joué une bonne dizaine d'années à un niveau semi-professionnel et professionnel. Donc voilà, c'était bon. Les équipes étaient bonnes aussi. Ok, super. On commence toujours nos podcasts par un petit jeu. Question courte, réponse courte. Ok. Est-ce que tu es plutôt dunk ou tir à 3 points ? Je dirais, je préfère plutôt les tirs à 3 points. Ok. Est-ce que tu es match serré ou victoire écrasante ? Non, match serré. En gagnant, ça c'est mieux. En gagnant, bien sûr. Est-ce que tu es plutôt entraînement intensif ou récupération essentielle ? Non, entraînement intensif. Jouer à l'extérieur ou à domicile ? Domicile. Et NBA ou championnat européen ? Avant, je t'aurais dit NBA, mais maintenant, je dirais championnat européen. Ok, super. Merci d'avoir répondu à ces petites questions. On va parcourir un peu ton parcours en tant que basketteur pro. L'avant, le pendant, l'après. Okay. Qu'est-ce que tu es devenu ? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, si j'ai oublié des choses, et qu'est-ce que tu as fait par le passé en tant que joueur pro ? Qui je suis, je suis un Nantais déjà à la base. Je suis né à Nantes. J'ai été amené à faire du sport assez tôt, 5 ans, mais c'était du foot. Voilà, j'ai commencé par le foot. D'accord. Ouais, j'ai commencé par le foot, que j'adore d'ailleurs toujours maintenant, limite. Je préfère même presque le foot que le basket, c'est qu'on va dire, mais non, j'ai toujours bien aimé le foot. Mais comme j'étais assez grand, il m'avait mis directement derrière, défenseur. Et moi, je t'avoue, je préférais mettre des buts, donc j'étais un peu frustré de ce côté-là. Donc et tu montais toujours en tant que défenseur ? Ouais. Et le coach, il te disait, vas-y, Tony. Ça devait être ça, mais c'est vrai que maintenant, je me rappelle plus trop, mais c'était quand j'avais 6-7 ans, donc ça date. Mais voilà, donc en tout cas, après, je suis parti sur le basket vers 9 ans. Donc c'est pas trop tard non plus, mais c'est pas non plus trop tôt. Donc, parce qu'il y en a qui commencent plus tôt, d'autres plus tard. Mais j'étais vers 9 ans. C'était un oncle à moi qui m'avait parlé de ça, qui était fan de Cholet Basket à l'époque. Et du coup, j'ai été amené à faire un entraînement et ça a pris direct, quoi. Parce que quand les joueurs avec qui tu as pu jouer en National 1 dans des équipes pro, souvent ils commencent le basket plus tôt que 9 ans ou ça Ouais, il y en a, ils sont pris des très très tôt, des 5-6 ans. Là, mais d'autres, non, pareil que moi, et d'autres plus tard aussi. Il y a un petit peu de tout, mais souvent quand même, c'était la majorité des cas, ils ont commencé par le basket, quoi. Et toi, dans ta famille, tu as eu des parents sportifs, ils t'ont inculqué le sport ou ça vient plutôt de ton oncle, comme tu disais Alors pour le basket, ça vient plutôt de mon oncle, parce que mon père était plutôt porté sur le foot, mais ma mère aimait bien le tennis, voilà. Et tous les sports elle aime bien, elle aime toujours bien d'ailleurs le sport, mais plus à regarder maintenant, mais en tout cas, non, c'est plus mon oncle qui m'a porté vers le basket. Ouais. Okay. Et tu as des frères et sœurs dans ta famille ? Oui, j'ai une sœur, une petite sœur. Ouais. Elle a fait du sport de haut niveau aussi ou elle a fait complètement Non, elle a fait moins haut niveau, mais elle a fait un petit peu de basket, elle a continué à faire un petit peu de cross-training aussi. Mais non, elle avait plutôt une autre activité à côté. Ouais. C'était pas son métier, disons. Ok. Tu as des enfants ? Ouais, j'en ai 3. 3 ? Ouais, 3 gars. C'est compatible avec. C'est un sport aussi. Ouais. Non, mais ils ont quel âge, tes enfants ? J'ai un grand, 18, 13 et après 7. Ah, donc tu les as eu pendant ta carrière ? Ouais, j'ai eu très jeune, ouais. Le premier, je l'ai eu très très jeune. Ouais. Et parce que c'était compatible avec ta carrière de basketteur, parce que tu bougeais un peu pour les matchs, et tu avais un enfant. Et... Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. En fait, c'est vrai que plus les enfants grandissent, entre guillemets, c'est un peu plus dur de bouger tous les ans, on va dire. Parce qu'il y a les écoles, il y a aussi, ils se font des potes, tout ça. Mais bon, après, c'est le jeu aussi. Mais ouais, le premier, là, le grand, je l'ai eu jeune, je l'ai eu à 21 ans. Ouais, et tu étais en plein dedans en tant que joueur. Ouais. Ça chamboule un peu, on va dire, le sommeil. Le sommeil, notamment. C'est ça, moi je connais, j'ai des potes là qui commencent à être papa. Ouais. Ils me disent je dors plus. Ouais, après c'est vrai que moi c'est la maman qui faisait le plus gros du boulot, le plus gros du taf. Mais c'est vrai que voilà, t'as le sommeil un petit peu coupé, c'est pas pareil.
Mais après, il y a d'autres avantages. Tu penses aussi un peu moins à ta propre personne, tu vois. Tu rates un match, bah, entre guillemets, tu te dis, c'est pas très grave. Hein, Ouais. tu relativises. Voilà, tu relativises. Franchement, ouais. Moi, là-dessus, ça m'a pas mal aidé. Ouais. Et puis, du coup, voilà, tu fais d'autres choses. Et tu joues avec tes enfants au basket aujourd'hui? Ouais. Alors, c'est une bonne question. Ils n'ont pas fait de basket. Moi, je suis part du principe où il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Alors, ils font du sport, par contre. Ça, c'est obligé. Dans la famille, tu es obligé de faire du sport. Mais par contre, après, je les laisse choisir, quoi. Je les laisse choisir. Donc, le grand, il fait du foot. Okay. Le deuxième, il a fait pas mal de sport, handball. Et là, il se met à faire du basket. Okay. Donc, il aime bien. Il accroche. C'est ce que je voulais qu'ils comprennent, pardon, c'est que s'il fait un truc, il le prend à fond, sérieux, quoi. Ouais. Donc là, ouais, basket. Et le dernier, lui, basket dès le départ. Okay. Donc, là, on entend le pro qui s'est vraiment entraîné dur et qui allait à fond dans sa carrière, parce que on a reçu d'autres invités comme toi qui ont fait des choses extraordinaires en termes de carrière, et il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail qui paye, parce que sinon sur des hauts niveaux comme ça... Ouais, c'est ça. Mais moi, c'était un peu ma devise, hein. C'était le travail. Ouais. J'étais pas le plus doué de ma génération. Il y en avait d'autres qui étaient déjà en équipe de France quand moi j'étais en jeune, ou d'autres qui étaient vraiment plus forts. Mais après, au fur et à mesure, tu bosses, et puis tu vois ce que tu récoltes, hein, comme on dit, ce que tu as semé. Donc non, moi voilà, tout ce que je dois, en tout cas, c'est à mon travail. Et puis après, un petit peu forcément de talent, mais en tout cas, moi, c'était plutôt le travail. Ouais. Non, mais de toute façon, s'il n'y a pas de travail, ça fonctionne pas. Ouais, c'est ce que j'essaie aussi de dire, que ce soit aux jeunes que j'ai entraînés, ou même à mes enfants. Ouais. Et tes parents, ils t'ont toujours soutenu dans ta volonté d'être joueur pro? Ils étaient toujours derrière toi? C'était pas à l'époque, c'était pas dans ma tête, c'était pas je vais être joueur pro, en fait. Tu vois, c'est venu un petit peu plus sur le tard. Alors c'était peut-être un tort, parce que j'aurais peut-être pu encore mieux faire. Mais non, franchement, ils m'ont dit, bon, voilà, tu as le bac, après, tu fais ton truc. Mais ils m'ont jamais dit, non, t'arrêtes tout, ou tu vas pas aux entraînements. Non, ils m'ont soutenu. Même au déplacement, mon père venait beaucoup avec moi. Ils venaient me voir jouer. Donc, non, ils n'ont jamais mis leur veto sur ne pas devenir professionnel. Hein. T'as dit que c'était pas vraiment... C'est drôle, parce qu'on a eu d'autres sportifs qui nous ont dit un peu la même chose. Il n'y a pas une volonté de devenir joueur pro absolument. C'est je joue, j'aime ça, je joue par passion, et en fait, je m'entraîne beaucoup, et donc je suis bon, et donc machinalement, je suis sélectionné par une équipe. Toi, dans ta tête, à un moment, est-ce qu'il y a un âge précis où tu te dis, ah ok, là en fait, ça devient mon métier? Est-ce que tu t'en souviens de ce moment? Tu avais 15 ans, 18 ans, 20 ans? Du coup, c'était moi, dans les 14-15 ans, j'avais été pris on appelle ça, en sport-études. Donc déjà là, tu te dis, c'est pas pareil que les autres, tu vois. Moi, après les cours, on allait s'entraîner, les autres ils rentraient chez eux. Le midi, on s'entraînait aussi. Par contre, on avait les mêmes doses de cours que tout le monde. Ouais, donc double travail. C'est un peu le problème en France, je trouve, par rapport aux sportifs. Ouais. Peut-être qu'on y reviendra, mais c'est pas assez adapté, tu vois, aux sportifs, en fait. C'est Florent Manodou qui disait ça aussi à la télé, qui dit que on n'est pas bien équipé en France, on n'a pas la bonne culture du sport. En termes d'équipement, il n'a pas forcément tort, parce que moi, je vois à notre échelle, au niveau des gymnases, notamment, la dose qu'ils infligent aux enfants au niveau des cours, ils les font tous finir à 16-17 heures. Donc, du coup, il faut tous qu'ils aillent après l'entraînement à 18 heures, mais ils ne peuvent pas tous le faire, tu vois. Donc, on veut peut-être de les faire finir, comme dans certains pays, en Espagne ou en Allemagne, un peu plus tôt. À 13 heures, ouais, voilà. Et après, chacun fait ses occupations, que ce soit de la musique, que ce soit du chant, que ce soit du sport. Et là, tu vois, je pense qu'au niveau des gymnases, ça tournerait un petit peu mieux. Parce que tu regardes, je pense que de 13h à 17h, il n'y a pas grand monde dans le gymnase. Sauf que après, tout le monde va à 18h, et là, ça bloque. Et tu fais finir les gamins à 20h30, 21h. Ils sont en cours le lendemain à 8h, 9h. En fait, tu les fatigues plutôt de... Voilà. Et toi, en tant que joueur de basket, passion, il y a sûrement un basketteur qui t'a inspiré quand tu étais jeune. Tu as un nom comme ça qui te vient à l'esprit? Ouais, forcément. Il y en a quelques-uns même. Ouais, il y en a quelques-uns. Il y a tous, Michael Jordan. Hein. Ouais. Moi, je revois le premier magazine que j'avais acheté vers les 9-10 ans. C'était lui en couverture là, qui avait gagné, je crois que c'était en 91. Ouais, donc c'était ça, Jordan. Mais j'ai toujours bien aimé, moi, Pippen aussi. Tu vois, on fait toujours Jordan, mais il y avait ils lui disent que c'est son lieutenant, mais Pippen, j'aimais bien son style de jeu. Un ailier qui était un petit peu fort partout, tu vois. C'était ton poste, ailier, toi? Ouais. Donc c'est peut-être ça aussi que je m'identifiais, tu vois. Mais non, Jordan, c'était la classe. Et puis
il était au-dessus, quoi. Tu vois, Ouais. même mentalement. Maintenant, on s'en aperçoit de sa mentalité, parce qu'on Mm. en parle, tu vois, il a fait des podcasts, on voyait sa mentalité, Ouais. qu'il voulait écraser tout le monde, en Ouais. fait. Et à l'époque, on voyait pas ça, tout ça, tu vois. Et maintenant, bah, on se dit, ah ouais, quand même. Mais Pippen, ouais, j'aimais vraiment bien. Et on n'en parlait pas assez, mais c'était vraiment un très très gros joueur. Ok. Mm. Et sur le terrain, donc tu as vécu plein de matchs contre plein d'équipes. Est-ce qu'il y a un match dont tu te souviens où tu as réussi un truc ou enfin en tout cas il y a une réussite pour toi et tu t'en souviens et tu t'en souviendras toute ta vie? Bah ouais, je reviens souvent sur ce match-là. C'était à Limoges. Donc Limoges, c'est un des plus grands clubs en France, hein. C'est voilà, c'est un club historique. Et du coup, nous, ils étaient rétrogradés. Ils avaient des problèmes financiers. Ils étaient rétrogradés en 3e division. Ouais. Et donc nous, bah, entre guillemets, on avait la chance de jouer contre eux cette année-là. Ouais. Et du coup, on avait joué dans la salle de Beaublanc, là, une salle mythique, hein. Et moi, en fait, je sais pas pourquoi le coach il m'avait pas mis dans le 5 majeur. Donc au début, je l'avais un peu mal pris. Ouais. Parce que voilà, on a envie toujours de jouer, en fait, hein, quand on est joueur. Bon, après, voilà. Et du coup, bon, j'avais pas fait une super première mi-temps, du coup. Et après, je me suis lâché en deuxième. Et de mémoire, je crois que j'avais mis 26 points, un truc comme ça, en deuxième mi-temps. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça m'a marqué. Je me suis dit, ouais, quand même, t'as fait une vraie perf. C'est ce qu'on trouve sur toi sur Internet. Ouais. C'est ce que j'allais te dire. T'as fait une performance, en tout cas, c'est noté sur Internet, Ouais, que t'as marqué 26 points dans un match, sachant que t'as pas joué tout le match et tout ça. Ouais. Et donc, ouais, c'est un souvenir marquant de ta carrière. Ouais, bien sûr. Et surtout, c'était contre une équipe qui est normalement plus forte que ce que vous étiez, vous, en termes de classement. Bah oui, parce qu'eux, ils voulaient jouer direct la remontée, quoi. Ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas de temps à perdre de rester à ce niveau-là. Et donc, du coup, c'était. Bah, ça m'avait marqué, tu vois. Ok. Et quand tu es joueur pro, donc maintenant tu es dans ton équipe, d'ailleurs, tu peux nous parler de l'équipe dans laquelle tu étais. Tu as été dans plusieurs équipes. Mais... Ouais, bah là, cette équipe-là contre Limoges, là, là j'étais à Bayonne. Là. J'étais Ouais. à Bayonne, Bayonne. Ils étaient en National 1, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, exactement. Okay. Après, là-bas, c'est plutôt un pays de rugby. Oui, voilà, normalement. Tu vois, mais non, nous, on avait fait. Moi, je suis resté 2 ans là-bas, et la première année, on a fait une super bonne saison. Tu vois, on était un petit peu la surprise du championnat. Ouais. Et voilà, on avait pas mal de joueurs qui venaient un petit peu de partout, et du coup, ça avait bien pris. Et on jouait à 7, 7-8, on n'avait pas trop de bancs, mais du coup, on avait fait une super bonne année. Mais vu que tu n'es pas de la région de Bayonne, comment les gens ils viennent te voir? Enfin, qui est venu te chercher? Est-ce qu'il y a un à ce niveau-là, il y a des agents des fois, ouais. ou il y a des coachs aussi qui appellent directement. Et ils t'appelaient toi directement? Alors ouais, à cette époque-là, je me rappelle même plus si j'avais un agent ou pas. Peut-être que j'en avais un, ça avait dû passer ou en direct, je sais plus. Et du coup, alors des fois aussi, c'est des joueurs qui sont déjà au club qui te connaissent. Ouais. Ou du coup, voilà, l'année prochaine, il veut partir de son club. Enfin bref, ça se fait des fois comme ça. Et moi, je me rappelle que après, le coach il t'appelle, il dit voilà, nous on a ça comme ambition. Est-ce que ça t'intéresse déjà? Ouais. Donc, toi, tu regardes un petit peu l'équipe, quel style de jeu un peu le coach il fait. Jouer, il joue, ouais. Puis après, alors quand c'est une ville sympa, ça match encore mieux. Ouais, et là, franchement, c'était top. C'était ouais, ça va, il y a le beau temps, il y a la mer pas loin. Franchement, c'est une très très belle, très belle ville. Et donc, tu as accepté rapidement? Ouais, j'ai accepté. Ouais. Puis en plus, je venais d'avoir. Non, j'avais pas encore mon fils, mais ma femme était enceinte. Donc, tu vois, voilà, fallait que je trouve quelque chose. J'allais pas encore me mettre du stress à rien trouver, à attendre l'été, tu vois. J'ai déjà connu ça une fois. Donc, quand tu es joueur pro, comment s'organise une journée type pour un basketteur? Est-ce qu'il s'entraîne tous les jours? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a les matchs le week-end, je présume? Ouais, c'est ça, on n'a jamais de week-end. Les gens, on croit comme ça que c'est... Alors, je dis pas, mais faut pas oublier que nous, on reprend souvent début août, en fait. Donc, on a le mois d'août, moi, je connaissais jamais la vacance du mois d'août. On reprenait toujours début août. Et puis, on a toujours quelque chose des week-ends, quoi. Bon, on a des week-ends off de temps en temps. Des fois, quand on est éliminé de Coupe de France, des trucs comme ça. Mais souvent, ça enchaîne quand même, quoi, tu vois. Alors, quand tu as des déplacements... en plus, là, nous, Bayonne, on avait des missions à faire. On allait dans le nord, on allait dans l'est. Franchement, on avait des missions. Et puis après, ça dépend comment le club te met en condition de déplacement. Il y a des fois, c'est double mission. Quand tu tapes le bus tout le temps, des fois, voilà, ça dépend le club, les finances du club, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, non, en gros, ça dépend. Ça dépend des coachs. Il y en a, ils aiment bien mettre off le lundi quand il y a un match le samedi. D'autres, ils aiment bien faire leur petite musculation le matin. Enfin, voilà, ça dépend. Souvent, le lundi, ils laissaient un petit peu le libre, on va dire. Ça dépendait. Et puis après, on avait entraînement souvent 2 fois le mardi,
2 fois le mercredi, 2 fois le jeudi et 1 fois le vendredi. Ouais, et après, il y avait shooting le samedi matin. Quand on avait match le samedi soir à domicile, on faisait shooting le samedi matin. Donc c'est hyper soutenu quand même. Enfin, oui, on s'entraîne 6-7 fois. Voilà. Et après, si toi tu veux rajouter du travail perso, tu fais. Tu le faisais un peu ? Ouais. Et limite trop, je pense, des fois. Tu vois, ça me cramait un peu des fois. J'y repense maintenant que je suis plus dans la partie physique, tu vois. Et je me dis, en fait, des fois, je me cramais un peu. Quoi, alors, on reparlera de ton activité actuelle tout à l'heure. Ok. Est-ce que tu avais des règles de nutrition quand tu jouais ? Parce qu'on dit souvent que faire du sport, c'est bien, mais en fait, ce qui est le plus important, en tout cas très important, c'est la nutrition. Ouais, c'est très important, comme tu dis. Ça fait partie du truc si tu veux avoir des bons résultats. Ouais. Alors maintenant que je suis encore plus dedans, je me dis, en fait, des fois, je faisais un peu des fois de... Alors ça va, mais il y avait un peu de merde aussi quand même. Ouais. Je faisais un peu de merde. J'aurais pu encore mieux faire, on va dire. Mais non, ça va. Là-dessus, j'avais ma femme qui, heureusement, là-dessus, était très, très bonne cuisinière. Et franchement, avant les matchs, il y avait toujours ce qu'il fallait et tout ça. Donc, c'était cool. Ouais, j'avais toujours mon petit repas d'avant-match. C'est pareil, ta femme, elle t'a toujours soutenu dans ça. Ouais, bien sûr, elle m'a suivi tout le temps. Franchement, c'était vraiment... en plus, tu sais, des fois, quand tu rentres, tu fais un sale match ou tu as fait de la merde, t'as même pas envie de parler, t'es con, quoi, tu limites. Et non, franchement, elle a toujours... Je la remercierai jamais assez, elle fait partie du truc en fait. C'est ça. Et puis c'est pour ça aussi que tu as été à haut niveau, parce que on a besoin d'être entouré quand on est sur des hauts niveaux comme ça. Donc c'est très important. Le rôle de l'ailier au basket, comme au handball, moi je viens du handball, comme au handball, il est souvent sous-estimé parce qu'il est complexe à jouer et c'est pas celui qui marque le plus de paniers ou le plus de buts au handball. Qu'est-ce que tu penses ? Alors qu'en fait il est très très important. Enfin, en joueur pro, moi quand j'étais amateur, donc dans un club de handball, mais en joueur pro, en fait, il est hyper important. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce rôle d'ailier qui était ton poste en fait ? Ouais, c'est ça, c'était mon poste. Moi j'étais 3-4. Donc là on parle en termes de numéros. T'as ailier fort, t'as ailier shooter aussi. Donc après, moi je trouve pas au basket que ça soit sous-estimé parce que c'est le gars qui peut un peu tout faire. Okay. Voilà, moi je te dis, j'excellais pas en shoot, j'excellais pas à la passe, tout ça, mais j'essayais d'être le meilleur un petit peu partout, tu vois. Les rebonds, voilà, le plus polyvalent possible. Rebond, au scoring forcément, et aussi si on peut à la passe. Donc voilà, aider au mieux l'équipe, quoi. L'équipe. Donc c'était un petit peu ça le rôle de l'ailier. Et tes coéquipiers, ils le ressentaient comme ça un peu, ta polyvalence, ils pouvaient compter sur toi Ah ouais, je pense ils me voyaient comme ça, quelqu'un qui se battait à fond. Ouais, d'accord. Moi j'étais vraiment, je te dis, c'était ma force, c'était m'arracher, quoi, tu vois. C'était par le travail que j'ai eu ça, donc forcément ça se retentait sur le terrain, quoi, tu vois. Je pouvais pas me dire, c'est bon, j'ai assez de qualité, je prends un peu de recul tranquille et puis je vais gérer. J'étais obligé. Si je restais, j'étais pas bon. J'étais obligé de m'arracher. Avant un match, t'avais une petite routine ou un truc où t'étais superstitieux. Il y a des sportifs comme ça, des fois, ils ont un truc qui sont superstitieux. Ils gardent le même t-shirt. Non, franchement, non. J'avais pas de trucs, je sais de gauche, je sais de droite. Ouais. Non, franchement, non. Qu'est-ce que je pourrais te dire là-dessus ? Non, moi, j'étais toujours pareil. Je faisais le matin, je faisais ma prière comme d'habitude. Après, je jouais. Je prenais un café à la collation de 16-17 heures, un petit café, puis fromage blanc, machin. Et après... après, let's go, on va jouer. Après, let's go, j'ai pas gardé le même t-shirt pendant 10 ans. Donc, non, je mettais souvent un Marcel en dessous le maillot, et puis voilà. Des fois, j'avais une éponge, une éponge Nike, là, quand tu transpires, là. Des fois, puis des fois, je mettais pas. Ça dépendait. C'était pas vraiment un truc où... Non, c'était pas un rituel. Genre Nadal, on sait que il est hyper timé pour tel truc, il faut qu'il nettoie la ligne, parce qu'en fait... Il se met en condition disant j'ai toujours fait la même chose et quand je vais taper la balle en coup droit, bam, c'est comme ça que je vais la taper. Ça se voit, quand il sert là, il met 3 heures à servir. Mais là, c'est ça exactement. Et d'ailleurs, il est rappelé souvent à l'ordre. Mais ça, c'est le haut niveau, comme tu dis. C'est comme l'horlogerie, c'est réglé au millimètre. Exactement. Est-ce que en tant qu'ailier, tu as un truc que tu préférais ? Est-ce que tu préfères attaquer, défendre, passer, ou alors, comme tu disais, tu es polyvalent et donc, comme ça se prêtait le match, tu t'arrivais comme... Non, je vais pas te mentir, là, je préférais l'attaque que la défense. Tu voulais marquer, comme au foot. Ouais, comme au foot. Non, ça, je vais pas te mentir, mais après non, j'ai essayé de faire le maximum, prendre des rebonds. Après, souvent, en tant qu'ailier, tu es amené à défendre aussi des fois sur le joueur qui est le meilleur en face des fois. Donc souvent, moi, il me disait tu prends lui, ça. Donc ça demande un petit peu aussi de jus, mais non, c'était intéressant. C'était intéressant. Comment tu as géré on sait que souvent dans le milieu pro, il y a des pressions qui peuvent être physiques ou mentales.
Est-ce que tu as réussi à gérer facilement ça, ou il y a des moments où c'était compliqué dans des nouvelles équipes que tu intégrais ou avec des nouveaux joueurs? Parce qu'on sait que dans les équipes, quand un nouveau arrive, il faut qu'il s'intègre à l'équipe. Donc, est-ce que tu as eu des expériences comme ça où c'était compliqué d'intégrer? Ouais. Oui et non. Sur toutes les équipes, franchement, dans l'ensemble, ça a été. Il y a une année où c'était plus compliqué, là. On perdait en plus, donc tu vois bien, chacun un petit peu se regardait, tu vois, c'était compliqué. Tu vois, ça c'était quand j'étais à Longwy, là, dans l'Est. Puis le coach, du coup, après, il a été remercié. Donc, du coup, un autre coach. C'était compliqué. Franchement, c'était compliqué. Et je crois d'ailleurs, on était descendu à la fin de cette année-là, de mémoire. Je crois qu'on était descendu. Et du coup, c'était plus compliqué à s'intégrer, tu vois. Quand tout se passe bien, que tu gagnes, alors ça j'en ai eu aussi, hein, j'ai eu l'inverse. Hein. Là, c'est top, tu vois. Mais dans l'ensemble, franchement, ça allait. Alors après, comme tu dis, l'usure physique, forcément, il y en a aussi. Hein. Tu vois, ça allait. Hein. J'ai pas eu de grosses blessures, tu vois. La seule grosse blessure que j'ai, c'est j'ai eu une rupture des ligaments au niveau de la cheville. Voilà, bon, ça m'a coûté 3-4 mois, mais ça va, je m'en suis remis. Mais après, et au niveau psychologique, moi, sur le moment, je ne le ressentais pas. Maintenant, avec le recul, je vois. C'est vrai qu'en fait, tu dois toujours être concentré sur toi-même. Donc ça, déjà, c'est une chose. Mais je veux dire, t'as pas forcément, je te dis, les vacances, tu dois toujours dire, est-ce que l'année prochaine, je repars. Tous les ans, tu es remis en question, en fait. Tu vois, tous les ans, tu es remis en question. Donc, en fait, c'est plus ça. Physiquement, tu te dis, putain, en fait, je fais le taf, mais ça se trouve, l'année prochaine, je peux pas, ça se trouve, je vais pas avoir de club. Ou alors, faut toujours être mentalement prêt à ça, quoi. Et quand tu es dans ce genre d'équipe, parce que moi je connais pas ce niveau-là, mais tu as des kinés, quand tu te blesses, tu parlais, donc tu as des kinés professionnels qui te suivent. Ça dépend des clubs, c'est comme tout à l'heure, je te disais, par rapport au transport. Exactement. On en revient toujours à l'argent. À l'argent. Il y a des clubs, ils vont dire, vas-y, c'est pas grave, on prend pas le kiné, à la place, je sais pas, on va mettre ça autre part. Et souvent, c'est ça, tu vois, à ce niveau-là, des fois, c'est même le préparateur qui fait la moitié. Mais bon, en général, ils arrivent à nouer des contacts quand même avec des kinés qui viennent au match, tout ça, s'il y a besoin de faire un strap ou à côté, de toute façon, tu prends rendez-vous chez tu essaies d'avoir un bon kiné et puis tu fais le truc. Hein. On va parler, si je me suis bien renseigné, d'une année où tu es à La Rochelle. C'est en 2012, donc tu participes à la montée en National 1 avec La Rochelle. Ouais, c'est ça. C'est la première fois où tu montes en National 1. Ouais. Comment tu le vis, ça, cette réussite? Parce que ça doit être quelque chose quand même. Ouais, ça faisait longtemps qu'ils voulaient le club. Ça faisait, je sais pas, c'est entre 7-9 ans. Et maintenant, d'ailleurs, ils sont montés même en pro, là, j'ai vu l'année dernière. Donc, c'est bien, ils ont super bien évolué. Je le vois comme, ça faisait quand même. L'année d'avant, on avait échoué, tu vois, la montée. L'année d'avant aussi. Donc, tu te dis, bon, on a enfin. Délivrance. On a enfin fait le blue, quoi. Ouais. Et non, il y avait du monde. Il y avait en plus mon deuxième fils qui venait il était tout petit, là. Donc, c'était cool aussi. Et j'ai pas fait meilleur playoff de ma carrière, comme on dit. J'ai eu des petits soucis personnels, j'ai eu un deuil dans ma famille, tu vois, donc c'était compliqué. Donc toi, tu penses à ça, tu penses au basket. C'était plein de sentiments, plein de sentiments qui se mélangeaient. Donc c'était compliqué. Ouais. Le mental joue dès que le perso, en fait, tu vois, quand tu as une activité pro hyper prenante, en fait, ça joue et tu peux rien y faire. Non, et les gens, ça, ils le voient pas forcément de l'extérieur. Tu vois, des fois, on a un match, putain, mais lui, il fait de la merde, il est nul, tu vois. Mais en fait, tu sais pas que derrière, il y avait des trucs. Tout ce qui se passe. Attention, c'est pas des excuses, hein, mais comme tu dis, ça fait partie du process, en fait, tu vois. Il y a le physique, il y a le mental, et une fois que tout est en route, quand on dit, quand t'es bien dans ta tête, ça va sur le terrain, en fait, tu vois. Mais bon, faut faire avec des fois, et bon, voilà, on a gagné le match, et voilà, on est monté. Est-ce que pendant ta carrière, même si tu avais un socle solide et tout, tu as eu des moments où tu as pensé arrêter? Et en fait, pendant un temps, tu dis je vais arrêter parce que c'est trop dur, ou voilà. Et en fait, tu rebondis et tu repars sur ta carrière, ou alors tu as toujours fait ta carrière. Non, j'ai eu des moments où je me suis dit qu'est-ce que je fais en 2007, il y a eu la crise financière, en France, c'était compliqué. Fallait toujours aller gratter des contrats à droite, à gauche, fallait redéménager, ça prenait du temps, de l'énergie. Je me dis est-ce que je reprendrais pas les études, pour faire kiné ou un truc comme ça. Puis bon, après, donc j'ai arrêté moi en 2012. Et puis, tu te dis quand même, l'adrénaline des matchs le samedi soir, c'est quelque chose. Ça me manquait vraiment le samedi soir, tu vois. Et les entraînements, tu vois, je continue à m'entraîner un petit peu sur un petit club de la région nantaise, là, mais c'était pas pareil. Et du coup, je suis reparti à Borissac en 2014, je crois, et où là, je suis retourné en National 2, tu vois, à côté d'Angers. Et là, super année, tu vois, bonne expérience, j'ai retrouvé un peu le truc.
Bon, après, voilà, malheureusement, ça n'a pas continué parce que le club ne pouvait pas me proposer un contrat professionnel. Mais c'est pas grave. On a fait. Voilà, j'ai fini là-dessus. T'avais quel âge à ce moment-là? 31. Ouais, 31. Parce qu'une carrière de basketteur, ça peut s'arrêter vers quel âge? Bah, tu peux pousser, hein, tu peux pousser. Il y en a, ils poussent qu'à 30. Ouais, maintenant, en plus, avec tous les outils qu'on a à notre disposition maintenant, les jeunes de 20 ans, ils poussent derrière aussi. T'inquiète qu'ils veulent prendre ta place. Ouais, c'est ça. Puis, non, je te dis, tu peux pousser jusqu'à 38, 39, mais c'est toujours après. Bon, on en reparlera après, mais il faut trouver le après, quoi. Exactement. Tu vois. Donc, plus tu pousses, bah, ok, mais si tu as un truc sûr derrière, très bien. Mais s'il faut reprendre après les études, tu vois, à 38, 39, 40 ans, c'est pas la même chose. C'est pas la même. Mais bon, chacun fait son choix. Hein. Tu vois, moi, j'ai pas d'idée reçue là-dessus. Hein. Chacun fait son truc. Hein. Donc là, t'as fini ta carrière, enfin en tout cas en tant que joueur pro. T'as été entraîneur de basket? Ouais, je l'avais déjà passé pendant ma carrière en fait. Tu vois, je l'avais passé quand j'étais sur Rennes là, et j'ai eu mon brevet d'état. On appelait ça à l'époque le brevet d'état. Et du coup, je m'étais toujours dit ça pourrait servir, tu vois, ou même dans certains clubs où je jouais. Bah du coup, j'étais pro, puis à côté, je coachais 1 ou 2 équipes, tu vois, pour en plus, tu vois. Des plus jeunes en fait. Ouais, des plus jeunes, ouais. Et t'aimais ça? Ouais, j'aimais ça parce que du coup, t'essaies de retranscrire. Alors avec les jeunes, j'aimais bien. Je m'étais jamais mis dans la tête de faire ça avec des adultes, tu vois, d'être coach pro avec des joueurs professionnels, parce que t'es trop entre deux chaises. T'as les joueurs d'un côté, t'as le président qui te casse la tête de l'autre, c'est compliqué. Et puis tu reviens un petit peu aussi dans la peau d'un joueur, c'est-à-dire que tu peux te faire virer à tout moment. Et puis faut aussi des fois bouger. Enfin bref, j'étais pas dans ce mood-là. J'étais plus moi, tu vois, en formateur, tu vois, et puis, entraîneur. Et ça j'aimais bien. Transmettre à des nouvelles générations comme toi, on t'a transmis cette passion du basket. Donc et en plus, je pense que pour les jeunes que tu as entraînés, ça doit être cool d'avoir Tony. Certains, ça les changeait un petit peu, quoi. Ça leur changeait un petit peu du coach qu'ils avaient depuis 10 ans, certains. Même s'ils faisaient peut-être très bien son taf, je sais pas. Mais du coup, non, c'était un autre... voilà, j'apportais, moi, ce que j'avais envie d'apporter, tu vois, c'est-à-dire le boulot, la grinta, tu vois, j'aimais bien. Et puis après, des aspects techniques que peut-être ils n'avaient jamais vus ou qu'ils avaient déjà vus. Mais, il y en a certains, ils ont eu des courbatures différentes. Ouais, peut-être aussi. Peut-être aussi. Donc ça, j'étais amené à faire ça. J'ai fait ça un petit peu en différentes villes et puis différents niveaux. Ok. Maintenant, tu as ouvert une salle de sport à la Chapelle-sur-Erde, qui est à côté de Nantes. Tu peux nous rappeler le nom? Athletic Pro. Athletic Pro. Pourquoi tu as ouvert cette salle de sport et qu'est-ce que tu veux transmettre avec cette salle de sport? C'est quoi l'ambition derrière tout ça? C'est une très bonne question. Moi, comme je t'ai dit, quand j'ai voulu finir ma carrière, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vois, il y a plein de questions qui se posent. Et là, du coup, je me suis dit, j'ai pas envie derrière un bureau, je vais péter les plombs. Donc, j'ai dit, il faut que je trouve un truc qui reste dans le sport. Et donc, du coup, je me suis un petit peu documenté. J'ai un pote à moi qui était basketteur aussi qui m'a dit, écoute, si tu veux, tu peux venir en stage, tout ça. Donc, je suis venu en stage chez lui. Et j'ai vu des choses que j'avais envie de garder, d'autres moins. Mais du coup, en fait, ça restait dans la philosophie de rester dans un groupe, un petit peu de ce qu'on faisait en préparation physique, d'avant-saison. Tu vois. Et ça, j'ai toujours bien aimé ça. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas rester là-dedans et faire ce que j'aimais bien, moi. La prépa physique, j'ai toujours bien aimé quand j'étais joueur. Et donc, du coup, j'ai gardé ça, cet esprit groupe, collectif. Okay. Et chacun peut faire sa séance de sport à son niveau. Okay. Alors, quand on dit salle de sport, tout le monde pense forcément à la salle de muscu, machine, ça. Mais non, en fait, du coup, là, ça va plus être des petits ateliers de groupes de personnes et à différents niveaux. Parce que moi, j'ai des gens qui viennent de 18 ans jusqu'à 72 ans. Okay. Tu vois. Et du coup, chacun fait sa séance, mais à son niveau. Ça dure 50 minutes. Toi, t'es coach. Ouais, exactement. Et t'as d'autres coachs avec toi ou c'est seulement toi? Alors, sur la séance, j'ai seulement moi, d'accord, mais j'ai d'autres coachs qui bossent avec moi à la structure. Alors, on est 3 coachs à bosser en tout. Donc, moi, je suis le gérant plus le coach. Et du coup, voilà, on accueille les gens, ça, c'est important. Mais aussi, on reste avec eux pendant la séance. Tu vois, donc, ça diffère des autres salles. Donc, chacun y retrouve son compte. Certains vont dans des salles parce qu'ils savent déjà ce qu'ils ont à faire. Mais moi, je mets vraiment l'accent là-dessus où vraiment, on a un coach qui les accompagne du début jusqu'à la fin de séance. Donc, on corrige les postures, on encourage. Quand il y a des gens, des fois, ils sont un peu fatigués, on va leur dire, écoute, à la place, tu vas faire ça. S'il est un peu blessé à l'épaule, on va lui trouver un autre exercice, travailler plus le bas du corps. Donc, voilà, on fait un petit peu aussi ce que font maintenant les kinés, tu vois, renforcement, on travaille là-dessus. Voilà, avant tout, c'est vraiment faire bouger les gens, tu vois. Tu les places selon les niveaux de chacun, dans des groupes de niveaux pour que ce soit adapté. Alors en fait, si tu veux, dans une séance, il va y avoir, je dis n'importe quoi, 5 exercices. Et dans ces 5 exercices-là, tu vas avoir un niveau 1, 2, 3 sur chaque exercice.
Tu vois, sur une pompe, par exemple, je leur dis, bah, tu fais pompe sur les genoux. Niveau 2, tu vas faire pompe sur les pieds. Et niveau, allez, on va dire expert, tu fais une pompe claquée. Ok, je viens de comprendre. Voilà. Et donc, la personne, bah, elle va être avec la même station que toi, mais peut-être tu vas peut-être réussir à faire le niveau 3. Elle va faire le niveau 1. Ouais, c'est parfait. Comme ça, tu peux entraîner tout le monde en même temps. Voilà. Et chacun avec son niveau. Voilà. Top. Et du coup, bah, les gens, ils sont contents parce qu'à la fin de la séance, chacun fait sa séance, mais à son niveau. Tu vois, ça dure 50 minutes et ils sont après rincés, quoi. Donc, voilà, moi, le but, c'est de leur faire perdre le plus de calories possible. Et ça, de 6h du matin jusqu'à 19h15 le soir. Pour toi? Alors, moi, je travaille sur des horaires où les gens ne travaillent pas. Tu vois, le matin très tôt, le midi, entre midi et 2, et après le soir. Voilà. Et dans ta salle, tu as un panier basket? Ouais. Bonne question. Toujours, il faut garder. Ouais. Et tu sais quoi, j'avais un panier basket et un but de foot. Okay. Et le but de foot, il se servait un petit peu plus parce que j'avais plus de joueurs de foot qui venaient en prépa physique. Tu vois, je sais pas pourquoi, c'était un petit peu plus démocratisé chez les joueurs de foot. Et du coup, bah là, le panier basket, il sert un petit peu de temps en temps. Ok, tu fais quelques shoots de temps en temps. Ouais, là, un peu moins maintenant, j'ai plus trop le temps, mais ouais, des fois, entre deux séances, on faisait des shoots. Ouais. C'est clair. Ouais. Tu nous as apporté un objet que tu vas nous prendre, tu vas pouvoir nous montrer à la caméra un peu plus haut. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de cet objet? Je te montre ça, je monte à la caméra. Donc là, c'est une paire de baskets, d'accord, les Jordan. Les Air Jordan. Ça, c'est les emblématiques. Ouais, exactement. Pourquoi j'ai ramené ça? Parce que, d'une chose, bon, on reste dans le basket. Mais elle est nickel, elle a jamais été portée. Ah, ça c'est parce qu'on fait très attention. Non, franchement là-dessus, moi j'adore les chaussures en fait. Donc c'est pour ça, j'ai allié et le truc que j'aime bien, la passion, c'est les sneakers, les chaussures, et le basket. Donc du coup, par rapport à Jordan, qui nous on connaît le joueur, mais du coup il a tellement développé sa marque que maintenant c'est devenu un phénomène de mode en fait. Parce que maintenant je vois tous les petits, j'ai une paire de Jordan, où tu vois dehors des gens de tout horizon porter des Jordan en fait. Bon après le problème c'est que c'est parti dans des modes maintenant à 600-700 balles la paire. Tu te dis ah ouais, à l'époque c'était pas comme ça, mais pour moi c'est l'objet, j'adore les chaussures. C'est devenu un objet vraiment emblématique et qui existe depuis longtemps, très longtemps, et pourtant elle se démode jamais cette paire. Elle se démode pas, il y a tout le temps des nouvelles mais c'est toujours la Air Jordan. Et c'est incroyable. Et donc toi tu fais hyper attention, mais tu les portes des fois? Oui, bien sûr je les porte. Mais moi tu vois. Mais pour quelle occasion? Bah je te dis, quand il fait beau, je les sors pas quand c'est dégueulasse dehors. Donc à Nantes c'est compliqué des fois. Mais non, moi tu vois à l'époque c'était compliqué de nous trouver des paires de chaussures. Il y avait pas comme maintenant, tu vois sur internet, tu cliques, tu t'as ta taille, machin. Et c'était une galère. Moi je fais du 48,5, tu vois. Et du coup je galérais. Je me rappelle avec mon père, on faisait 3 à 4 magasins. Ouais, on va peut-être les recevoir, mais dans 1 mois, 3 semaines. En fait, c'était, tu vois, et pour ça, maintenant, en fait, je suis devenu. J'aime bien les chaussures. Moi, je me suis un peu calmé, mais j'aime bien les paires de chaussures de basket. Okay. T'en as combien chez toi? Plus que ta femme ou pas? Ça c'est cute. Si, je pense. En basket, oui. Après, non, il y a d'autres paires, mais je dois être une petite vingtaine. Waouh. Une petite vingtaine de chaussures. Cool. Mais je me suis calmé. Et j'ai donné la passion à mes petits maintenant. Tu dis quoi à tes enfants quand ils disent je veux une nouvelle paire? Tu peux pas leur dire non. C'est le problème maintenant. Donc bon, ça, des fois c'est pour Noël, on va dire. Ouais, c'est ça. Quel conseil tu donnerais à des jeunes, vraiment des tout jeunes ou même des ados, mais qui voudraient persévérer dans le basket et tu vois, des fois, qui peuvent ne pas être soutenus par leur famille ou... ça se peut. C'est de travailler. C'est comme je te disais tout à l'heure, tu peux pas forcément être le meilleur à 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans. Mais à force de bosser et d'y croire surtout, tu peux faire des belles choses en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est pas des mots comme ça. C'est travailler. En plus maintenant ils ont la chance de pouvoir regarder. Il y a des trucs sur internet, sur Insta, où des mecs qui te montrent des exercices, que nous on n'avait pas forcément. Tu vois, on n'avait pas ces accès-là. Donc là tu peux même, si tu veux même te prendre aussi un coach à côté. Tu vois, donc il y a plein de choses comme ça. Travailler physiquement, c'est important, prendre soin de leur corps aussi, c'est ça que je voulais dire aussi. Alors c'est pas parce que maintenant je suis dans la partie, mais ça en fait partie en fait, parce que c'est leur outil de travail. Et puis quand on est jeune, on s'en rend pas compte. Non, ça pousse, ça grandit, tu fais pas gaffe. En plus tu récupères hyper bien, donc t'as pas l'impression de souffrir. Exactement, donc c'est important, tu vois, je leur dis tout le temps, c'est important. Alors faut pas non plus être là, j'ai mal là, j'ai mal à la tête, mais il faut être conscient que faut faire gaffe, tu vois. Les étirements, on a beau dire, mais c'est important, tu vois, prendre soin de son corps, c'est hyper important si on veut faire forcément carrière. On voit des grands sportifs, là, des fois qui se mettent dans des bains d'eau glacée. T'as déjà fait ça? Ouais, j'ai déjà fait, Et c'est pas trop douloureux? Non, faut rester 5-6 minutes. Alors, au départ, ça... Et ça aide vraiment à la récupération?
Ouais, ça fait partie. C'est pas un truc révolutionnaire, Non. mais c'est un des moyens que tu peux pour récupérer. Mais c'est pas, ça va pas, voilà, tu vas pas mettre 35 points dès le lendemain parce que tu as fait un mano froide. Mais ça peut aider ouais, à la récup, surtout en prépa d'avant-saison ou même dans la saison. Et maintenant, ouais, nous à l'époque, on faisait ça dans les grandes poubelles. Tu vois, les grandes poubelles, on les vidait, on remplaçait ça, on mettait des glaçons dedans. Mais maintenant, j'ai vu, il y a d'autres choses. Cryothérapie, tu peux faire plein de choses. Ouais. Comment tu vois l'évolution du basket en France ou même en Europe? On a des bons joueurs quand même français. Oui, et on en a eu autant en NBA. Maintenant, c'est un gros réservoir, l'Europe. Un très très grand là qui fait plus de 2 m 20. Banyama. Tu voulais pas dire le nom. Non, je voulais pas le dire, je te laisse le dire. Victor, tu dis. Mais forcément, moi je regarde aussi un petit peu ça par rapport à aussi mes fils qui sont dedans, donc je me suis remis un petit peu. Mais moi, au niveau structure, je préfère plus le basket européen. Tu vois, quand je regarde des matchs d'Euroleague ou tu vois, il y a des systèmes ça. Maintenant, NBA, c'est devenu un peu. Il y a des grands scores, tu vois, déjà, donc il laisse un peu plus d'espace, c'est le show. Hein, c'est ça. Donc forcément, il y en a qui aiment. Après, au niveau des playoffs, ça se resserre et là, ça devient... Pour moi, les vrais matchs, ça commence au niveau des playoffs. Tu vois, la saison régulière, je regarde pas trop. Et c'est un avantage d'être aussi grand que Victor? Disons que lui, ce qui est dingue et ce qui est fou, c'est qu'il il est hyper grand, mais il joue comme un mec presque d'un 80-90. Bon, j'abuse, mais 90, ça veut dire il est délié, il peut shooter. Donc c'est casse-tête en fait. Quand t'es aussi grand, t'as moins de dextérité normalement. Ouais. Qu'un petit. Oui, normalement. Mais lui, je te dis, il joue pas comme un gars, à notre époque, de 2,20 m. Ouais. On avait tendance à dire, il est un peu pâteau, tu vois. Lui, il maîtrise grave bien son corps. Et du coup, je te dis, il peut shooter. Donc les grands, c'est chiant, parce que si tu sors sur lui, il va te dribbler. Et après, qu'est-ce que tu veux faire? Il fait 2,20 m, il va T'en as eu des grands comme ça en face de toi, des fois? Ouais, j'en ai eu. Des 2,10 m. Ouais, 2,10 m, 2,15 m, 2,20 m. Ouais. Tu parais petit alors à côté. Ah ouais, là, oui, tu fais ce que tu peux. Hein. Tu fais ce que tu veux. Mais non, c'est vrai que lui, c'est un phénomène. Hein. Même là-bas, ils sont fans parce qu'ils disent ils n'ont jamais vu ça en fait. Tu vois, même les grands joueurs, ils sont choqués. Et je pense que ça va être un très bon joueur parce que moi j'ai vu des reportages sur lui, tu vois qu'il est posé le gars et il est hyper intelligent en plus. Donc, il est bien encadré aussi, je pense. Il a tout pour réussir. Et on a eu un peu les deux inverses entre Tony Parker qui était tout petit, meneur. Après il est pas tout petit. Hein. Ouais, non, il fait 1m80. Mais pour un basketteur, c'est très petit. Rapide. Par contre, lui, il était très rapide. Très rapide. Mais pour un basketteur, c'est quand même très petit, 1m80. Enfin, très petit. Il y a des basketteurs qui font moins d'1m80. Ouais. Et 1m70, tout ça. Ils sont obligés d'être meneurs. Par contre, on va pas les mettre à l'intérieur. Mais non, après, ils jouent avec leur qualité. Ça peut être des gros shooters, donc on utilise que dans le shoot, ou des très gros passeurs, ou gros défenseurs. Enfin, voilà, ils font... Non, tu vois, faut pas non plus se dire t'es trop petit, tu pourras jamais jouer. Mais par contre, faut que tu amènes d'autres choses, tu vois. La hargne en plus, d'autres choses. Ça. Et Parker, forcément, après, il y a eu d'autres joueurs aussi un petit peu avant, hein, tu vois, qui auraient pu... Mais maintenant, c'est devenu genre commun qu'il y ait des Français qui partent là-bas drafter en NBA. Alors qu'avant, tu vois, les Européens, ils disaient non, c'est trop soft, toi. Alors que maintenant, ils viennent vraiment piocher ici, quoi. Est-ce que tu as des projets actuels ou futurs dont tu veux parler ou à part la salle de sport, hein, ou tu peux parler de la salle de sport. Ouais, bien sûr. Moi, c'est déjà tu vois, moi, ça fait 6 ans que j'ai ouvert, tu vois, en 2018. Donc, on est passé par le Covid aussi, donc compliqué. Bien sûr. Et du coup, maintenant, moi, j'ai bien, entre guillemets, ciblé. Ça fait 10 ans que je suis dans le coaching, tu vois. Et j'ai bien ciblé ce que c'était. Parce que maintenant, tu vois un petit peu tout, tu vois, sur Insta, tu veux devenir coach, tout ça, mais c'est pas... T'as différents types de coach en fait, tu vois. Et ce qui est le plus dur, je pense, c'est aussi de capter l'attention des gens, tu vois. On va vous dire, mais être coach, c'est ça aussi, c'est de faire passer un message. Et donc, moi, ce que j'aimerais développer, c'est, je pense que dans les sociétés, ce qu'on disait, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a des choses à faire en France, tu vois. C'est travailler, tu vois, prendre soin des salariés en faisant aussi du sport, tu vois. Et ça, on n'est pas assez là-dessus. Et dans d'autres pays, ça fonctionne bien ce genre de choses. Ouais, j'ai vu des trucs là-dessus. En Europe ou... Ouais, en Suède, j'ai vu. En Suède, il était tellement là-dessus. Et aux États-Unis, il y en a aussi. Mais en fait, c'est de prendre soin de ces. Alors, il y en a qui le font, attention, hein, je dis pas. Mais on est grave en retard là-dessus. Et je me dis, pourquoi pas, tu vois, essayer de placer différents coachs que j'aurais dans des grosses structures où tu peux leur dire, voilà, ils font du sport entre midi et 2, par exemple. Et là, je pense que les gens, déjà, tu vois, leur journée, elle passerait. Plus rapidement, ils seraient mieux dans leur peau, du coup mieux dans leur travail, et du coup ils seraient plus rentables aussi par rapport à leur boulot, quoi, tu vois. Mais moi je suis passé par des cases, je suis pas un très grand sportif, mais je suis passé par des cases comme ça où j'allais m'entraîner des fois le matin très tôt, 5h30 avant le travail,
Et après, ta journée, elle est complètement différente. Ah, exactement. 5h30, 6h30, tu prends ta douche à 6h30 jusqu'à 7h, tu arrives au travail à 7h30, 8h, alors t'enchaînes. Après, le soir, t'es crevé. Exactement. Mais Ouais. ta journée, déjà tout le matin, t'es hyper efficace parce que ça fait déjà 3 heures que t'es levé et les autres, ils viennent juste de prendre leur café. Ouais. Et c'est impressionnant. Bon, après, j'ai pas tenu dans le temps, c'est le problème. Ouais, après, c'est une mentalité, c'est déjà bien que tu l'aies. Mais tu je l'ai tu l'aies testé. testé, voilà, c'est Ouais. ça. Après, il y en a, voilà, ils ont d'autres aussi contraintes, tu vois, mais c'est vrai que c'est top. Tu vois. Mais c'est Après, il y en a, vrai ils que préfèrent le midi, tu vois, je comprends aussi, tu vois, Mm. mais déjà, rien que de faire du sport, c'est, voilà, tu enlèves tout le stress, c'est ton moment à toi. Mm. Donc, c'est ça que moi, je leur dis aux gens, sans parler que d'esthétique, tu vois, c'est de décharger, Mm. tu vois, décharger, dépenser des calories, et c'est bien pour le dos, c'est Ouais. plein de choses, en fait. De toute façon, ça Le a stress. déjà été prouvé 1000 fois. Hein. On sait très bien que maintenant, c'est les gens veulent s'y mettre ou veulent pas s'y C'est mettre. ça. Mais Après, il y en a qu'on ait besoin. Puis sans parler encore une fois que d'esthétique, mais c'est aussi pour sa santé, tu vois, sa bien santé. sûr, ouais. Donc c'est bien. Mais quand tout va bien, tu vois, enfin moi, par exemple, dans mon corps, je me sens pas mal, donc j'ai pas l'impression que je vais mal, alors que je fais très peu de sport, tu vois. Il faudrait peut-être que j'en fasse un peu plus pour l'avenir. Mhm. Mais tant que tout va bien, on dit, bon, Oui, on repousse toujours un Ouais, petit peu. c'est ça. Mais, après, c'est con d'attendre qu'il y ait un pépin, tu vois, pour s'y mettre. C'est ça que je dis aux gens, en fait, tu vois. Ils peuvent trouver une heure dans leur journée, même aller 45 minutes, tu vois, on va dire. Ils peuvent trouver. Après, bah, forcément, des fois, on se dit, bon, on repousse ça, tu vois, ou non, aujourd'hui, il fait pas beau, tu vois. Mais non, c'est une fois que tu as ce mood-là, là, tu vois, de se dire, allez, j'ai fait mon sport, même si c'est que 2-3 fois semaine, mais c'est toujours ça, c'est mieux ça que rien du tout. j'ai une femme qui fait du sport tous les jours et elle est droguée à ça et en fait, elle arrive toujours à trouver souvent le matin avant de travailler. Ouais, c'est top, Et c'est bien. elle fait, mais différent. Elle fait du pilates et après elle fait de la course à pied et après voilà. C'est très bien. Moi, c'est pas parce que je fais du cross-training que Ouais. je vais dire, ah, c'est cross-training le mieux. Tu vois, Ouais. moi, franchement, je laisse les gens aller vers ce qu'ils préfèrent, tu vois, mais je leur dirai tout le temps, voilà, c'est mieux de bouger, de faire du sport que Et de rester à rien faire. Je vois, elle a une hygiène de vie extraordinaire. Enfin, sport, bien manger et tout ça, elle est jamais malade. Ça va Jamais. Et moi, je tombe malade, je suis à côté d'elle, elle chope jamais ma maladie. Enfin, Ça va avec, c'est qu'on va dire, mais ça va avec en fait. Ça va avec, tu manges mieux, forcément, tu dors mieux, tu récupères mieux, donc tu es moins fatigué, tu chopes moins de. Voilà. on termine tous nos podcasts, enfin certains de nos podcasts, mais là, je trouvais un petit jeu pépite. On fait un petit jeu, je vais te donner des phrases de basketteurs pro un peu emblématiques. Tu vas essayer de deviner qui a pu dire ça. Très bien, ça marche. Alors, premier, il a dit, une phrase un peu longue, il dit « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté, j'ai échoué encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi j'ai réussi. » Est-ce que tu sais qui a dit ça? J'hésite entre deux, soit Kobe, soit Jordan. Ouais, mais c'est qui? je vais laisser Kobe. Non, c'est Jordan. Ah, Michael Jordan qui a dit j'ai ça. une chance sur deux. Ah ouais. Ouais, c'était Jordan. Lorsque j'entre sur le terrain, j'ai envie de tuer tout le monde. Kobe, ça. Ouais, c'est Kobe Bryant. Ouais, là, c'était sûr, c'était lui, ça. Et on joue comme si on avait peur. Je ne parle pas de l'attaque, je parle de la défense. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est dans la merde. On est de la merde, pardon. Ah, on est de la merde. Ils pensent qu'on est de la merde. Et c'était un match contre l'Espagne. Je te donne un petit indice. Parker. Tony Parker. Ouais. À la mi-temps contre Oui, l'Espagne. Oui, c'est son jet. Et ils se Il pète font un plomb ultra dans la dominer gueule. Ouais. et ils gagnent le match. Ouais, ouais, ça, je l'avais vu ce match-là. C'était impressionnant. C'est souvent, tu vois, les France-Espagne, hein, à ce niveau-là, au niveau international, là, c'était des beaux matchs, franchement. Ouais. Ouais. Puis Tony Parker, il a une carrière extraordinaire quand Ah même. bah ouais, lui, là-dessus, on peut rien dire. Hein. Franchement, le gars. Et puis il le dit dans ses interviews, c'est un travailleur. Ouais, carrément. C'est un bosseur, le gars. Il était pas, comme il dit, j'étais plus petit que la moyenne, mais parce que j'ai bossé, parce que j'ai apporté plein d'autres choses. Ouais. C'est une dinguerie ce qu'il a fait là-bas. On se rend pas compte, mais non, c'était un des premiers hein, à vraiment bosser là-bas. Et franchement, ce qu'il a fait, c'était. Il a ouvert le basket français. Il était champion aux États-Unis, MVP des finales. C'est fou. Ouais. Merci en tout cas Tony d'avoir partagé tout ça avec nous, là, toute ta passion, tout ce que tu as pu vivre, et si ça peut aider des jeunes dans le basket ou dans d'autres sports, c'est important. C'est ce que tu veux transmettre, toi? Ouais, c'est ça. Je sais pas forcément. Voilà, moi j'étais dans le basket, mais comme tu dis, ça peut être dans plein d'autres sports ou d'autres activités. Et c'est avant tout croire en soi, pas forcément écouter des fois des gens. Bah non, c'est trop dur. Non, je connais déjà des gars qui ont fait ça. Non, faut déjà quand on croit soi-même à ce qu'on va faire, c'est la première des choses. Et après, le travail. Voilà, ça c'est le deuxième mot qu'il faut. C'est travailler. Ça viendra pas tout seul. Et personne va venir te pousser quand tu seras fatigué ou c'est toi-même, quoi. Voilà. Okay.
Merci à tous de nous avoir écoutés sur ce podcast Parlons peu, parlons passion, que vous nous ayez écouté dans votre voiture, dans votre cuisine, dans votre salon. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, qui vous permettra de voir tous nos nouveaux invités. On va recevoir d'autres invités qui sont passionnants et passionnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux et activer les notifications. À très bientôt dans Parlons peu, parlons passion.